Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Teractu, mesdames et messieurs, nous y sommes et on démarre tout de suite avec l'essentiel de l'information agricole contenue dans le journal Agri Carrefour. C'est dans la rubrique Éco-agricole. On démarre avec la hausse du budget gestion 2024 du MAEP. La jeunesse du secteur agricole attend davantage du gouvernement. Alors, le ministre de l'Agriculture a fait savoir que pour 115 milliards, 10 priorités sont à l'agenda des chantiers du ministère en 2024. La question qui demeure est celle-là. Est-ce que ces priorités répondent, n'est-ce pas, aux attentes des acteurs, surtout des jeunes qui vivent les réalités du terrain, ceux-là même qui constitue un atout dans l'agriculture et l'avenir du secteur agricole et du développement rural. Le journal d'information agricole Agricarrefour a fait une très belle analyse des réelles priorités des jeunes. Un tour sur la page du journal pour plus d'informations. Alors, autre information, la fondation Bill et Melinda Gates a accordé une subvention de 5 millions de dollars pour moderniser le secteur laitier au Nigeria et développer la production locale. La subvention a été accordée au consortium Value for Dairy. Les fonds permettront de financer la moitié, n'est-ce pas, du dernier projet du consortium. Ce dernier établira 3 zones laitières autonomes qui seront gérées par des coopératives agricoles locales dans 3 États nigériens, Oyo, Osun et Abuja. Plus d'informations, faites un tour sur la page du journal et le site internet d'Agri Carrefour. En 2024, le gouvernement togolais a pour ambition de poursuivre ses actions de développement de son sous-secteur pêche et aquaculture en y investissant jusqu'à 2 milliards de francs CFA. Les fonds serviront notamment à financer le projet développement de l'aquaculture au Togo en cours depuis 2022. Ils financeront également des initiatives visant à augmenter la production halieutique nationale avec un accent particulier sur l'insertion de la jeunesse issue des centres de formation en aquaculture. Pour finir, outre l'irrigation, les autorités du Kenya misent sur un renforcement des investissements dans la subvention des engrais en vue d'accroître la production agricole. Le gouvernement a annoncé qu'il fournirait 600 000 tonnes d'engrais, soit 12 millions de sacs de 50 kg au profit des petits exploitants agricoles en 2024. Mesdames et messieurs, c'est tout pour notre rubrique éco-agricole. Tout de suite, place à notre émission Teractu. Alors, pour notre première en 2024, nous recevons une grande dame, j'ai nommé Dr Kourouma Koura. Elle est enseignante à la faculté des sciences agronomiques de l'université d'Abomey-Calavi. Elle est spécialiste de l'agroforesterie. Bonsoir madame. Bonsoir monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais bien, chez vous? Oui, ça va bien, merci. Merci. Voilà. Alors, avec vous, nous allons nous intéresser à la question de l'agroforesterie. Quels intérêts dans un contexte climatique, n'est-ce pas, qui défie les prouesses de notre agriculture? On espère que le long de ces 26 minutes, nous aurons l'essentiel, mesdames et messieurs, des informations à savoir en rapport avec ce thème. Alors, tout de suite, on parle de l'agroforesterie et à faire des recherches, on a comme l'impression que ça s'allie à ce qu'on appelle l'agroécologie. Est-ce qu'il n'y a pas un rapport? Sinon, quelle différence il y a entre ces deux concepts-là? Ok, merci beaucoup, monsieur le journaliste. Oui, c'est vrai que les deux thèmes se ressemblent un peu. Oui. L'agroécologie, de façon étymologique, dans ce mot, vous avez 2 mots. L'agriculture et l'écologie. Donc, quand on pratique l'agroécologie, ce sont des pratiques qui respectent l'environnement. C'est ça. Et qui sont basées sur l'écologie. Ça, c'est l'agroécologie. L'agroécologie. Super. Maintenant, quand on parle de l'agroforesterie, dans l'agroforesterie, vous avez agriculture, foresterie. D'accord. Et donc, c'est un thème collectif qui regroupe des systèmes dans lesquels l'arbre a sa place au centre. D'accord. Donc, dans ces systèmes, il y a les ligneux qui sont associés soit aux cultures et ou
aux animaux. D'accord. Donc, je peux, pour résumer, pour montrer la différence ou disons ce qui les relie, on ne peut pas faire de l'agroforesterie sans faire l'agroécologie. Toutes les pratiques agroforestières sont basées sur l'agroécologie. Donc, si je comprends bien, c'est fondamentalement l'arbre qui crée une petite divergence entre les deux. Oui, exactement. L'arbre est au centre de l'agroforesterie. Et quand on parle de l'arbre, il y a par rapport au rôle que l'arbre joue dans les systèmes agroforestiers, ça permet de créer un équilibre et qui tend vers le respect de l'environnement. Et ça, c'est pour cela que on parle de l'écologie, disons le respect des écosystèmes. D'accord. Est-ce qu'on doit dire pour autant que c'est tout type d'arbres? Est-ce que c'est tous les arbres qui sont importants dans les systèmes agroforestiers? Oui. Tout type d'arbres. Oui. Il n'y a pas à sélectionner pour dire cet arbre on n'en a pas besoin. Pas du tout. Même les palmiers qui ne sont pas rigoureusement ligneux font partie des systèmes agroforestiers. On peut utiliser les palmiers, on peut utiliser les bambous par exemple aussi. Au niveau des systèmes agroforestiers. Ok. Alors dans nos recherches, on a compris qu'il y avait plusieurs types de d'agroforesterie. On parle de plusieurs types d'agroforesterie. Est-ce qu'on peut savoir quels sont les types d'agroforesterie et lesquels sont les plus pratiqués au Bénin? Ok. Il y a trois types. Trois grands types. D'accord. Et tout à l'heure, j'ai parlé de l'association ligneux culture. Exactement. Et ou les animaux. Ok. Donc, quand on prend les arbres associés, quand on dit arbre, disons, c'est un peu de façon entre griffes. On peut parler en termes de ligneux. Parce que dans les ligneux, j'ai les arbres, les arbustes, les arbrisseaux et tout ce qui est palmier. Donc, quand je prends les types, j'ai l'agri-sylviculture. L'agri-sylviculture, d'accord. J'ai l'arbre au sein des exploitations agricoles. D'accord. Et dans ces systèmes, par exemple, je peux prendre le cas de la jachère améliorée. Où je prends par exemple le paysan cultive et après il laisse le champ au repos. Dès que la fertilité commence à diminuer, il laisse au repos. C'est ça que vous appelez la jachère, non? Oui, la jachère. Maintenant, quand c'est amélioré, c'est quand on laisse au repos en mettant en place des légumineuses. Comme le pois d'Angole, par exemple, le Cadianus cadian. Donc, il y a aussi d'autres systèmes comme le système Tundia, que l'administration forestière a eu à utiliser dans la mise en place des plantations forestières de Paou, et de la Lama, et également Semekrake, où les particuliers aussi l'utilisent parce que quand ils veulent mettre en place des plantations, au début de la plantation, ils laissent la place. Ils installent les lieux et ils autorisent des paysans qui n'ont pas les moyens de venir s'installer pour cultiver à l'intérieur. Et ils sont supposés entretenir ces plantations tout en entretenant les lieux. Donc, il y a aussi les raies vives. Exactement. Quand on installe des arbustes tout autour, pour éviter tout autour des exploitations afin que les animaux ne pénètrent pas, ou bien même autour d'un enclos. Pour lorsque on veut parquer les animaux, on peut entourer pour éviter qu'ils ne divaguent et ne se promènent. Disons ça lutte contre la divagation des animaux. Est-ce à dire que voilà, c'est tous ces types. Donc ça c'est le premier type, parce que chaque type a ses sous-type, disons. Exactement, oui. Donc, je viens de parler de l'agri-sylviculture. Deuxièmement, type, c'est le sylvopastoralisme. Vous aimez bien les thèmes sylvo, hein? Sylvie et sylvo. Quand on dit sylvo, ça rejoint arbre, la culture des arbres. D'accord. Donc, l'arbre est toujours au centre dans les systèmes agroforestiers. Donc, dedans, quand vous voyez sylvo, vous voyez déjà arbre, pastoralisme, les animaux. Donc, par exemple, je prends le système de parcage des animaux dans les palmeraies et cocoteraies. Certains, dans les zones de Togouin, par exemple, ça se faisait. Bon, avec la route des pêches, ça a peut-être diminué un peu. Mais c'est un système où
disons, les arbres, celui qui a peut-être la palmeraie ou la cocotteraie, autorise des peuls qui n'ont pas, ils viennent avec les bœufs, ils circulent entre les lieux. Et c'est un peu association abus, disons, comme une symbiose, quoi. D'accord. Les animaux laissent leurs fientes, les fesses sur les excréments au niveau de la parcelle. Ça contribue à permettre aux lieux de grandir correctement. Et dans le même temps, les animaux trouvent l'ombrage. Et trouvent également disons, leur fourrage, les herbes, quelques herbes qu'il y a autour pour manger. En fait, c'est du donnant-donnant. Donnant-donnant, oui. D'accord. C'est avantage réciproque des deux côtés. Le dernier. Et il y a un autre type, par exemple, l'agro-silvopastoralisme. Agri-silvipastoralisme. Dans certains documents, on voit agro-silvopastoralisme et agri-silvipastoralisme. On avait vu au premier le type agri-silviculture. Oui. 2, silvopastoralisme. Maintenant, 3, les agri-silvipastoralisme. Les 3 à la fois. Donc dans sylvie et agri-silviculture, vous avez les arbres. Et les cultures. Et les animaux. Pastoralisme. Si on ajoute pastoralisme. Quand on ajoute pastoralisme, c'est que les 3 sont ensemble. Ça fait culture, arbre et animaux. Et animaux, d'accord. Arbre, culture et animaux. Ça fait les 3. Ça fait les 3. Oui, voilà les 3 types. D'accord. Doit-on dire tout de suite que ce sont ces 3 types-là qui sont pratiqués au Bénin, de ce que vous dites, hein? Oui, c'est pratiqué au Bénin. Mais il y a des types, au niveau de certains types, d'autres types qui sont plus pratiqués. Quand je prends par exemple l'agri-sylviculture, c'est très courant de rencontrer des systèmes agroforestiers. Même dans les petits périmètres, l'agriculteur peut développer cela. Et installer. Quand je prends aussi les parcs agroforestiers, où déjà, parce qu'il y a des systèmes agroforestiers qui existaient déjà de façon endogène dans nos localités, comme je prends par exemple les parcs à Néré, les parcs à Carité, où les paysans, compte tenu de l'importance que ces arbres ont pour leur vie de tous les jours, ils protègent et dès qu'ils en ont besoin, ils vont prélever tout ce dont ils ont besoin sur ces arbres. Donc au nord Bénin, par exemple, ce qui est courant, on a les parcs à Carité, les parcs à Néré. Au sud ici, les palmeraies. Et il y a aussi les jardins de cases. Où les paysans laissent certains arbres très utiles tout autour de leur maison. C'est ça. Cela est bénéfique forcément. Oui, très bénéfique. Donc l'agri-sylviculture est très très courante. Très courant. D'accord. Alors j'ai bien envie qu'on en vienne à la troisième question. Dites-nous un peu quels sont les nombreux bénéfices agronomiques et environnementaux de l'agroforesterie. Et les bénéfices, il y en a assez. On va se limiter à quelques-uns. Et disons, ces bénéfices sont liés à la présence de l'arbre. Et pour pouvoir bien comprendre, il faut d'abord, quand je prends par exemple la séquestration du carbone, du fait que les arbres sont là, ça permet de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, le CO2, à travers le phénomène de la photosynthèse, où l'arbre prélève le CO2 et dégage l'O2. Vous voyez. Donc, il y a aussi la réduction de l'érosion. Éolienne et hydrique. C'est en cela que, si vous vous rappelez, je demandais à l'instant, est-ce que c'est tout type d'arbres? Parce que je me demande si tous les types d'arbres arrivent à quand même remplir, à avoir on peut utiliser tout type d'arbres, mais tout type d'arbre n'est pas adéquat dans tous les systèmes agroforestiers. D'accord. Alors on poursuit tout de suite avec les bénéfices là. Vous en parliez. Donc, quand je prends par exemple l'érosion, la lutte contre l'érosion. Et quand par exemple, je prends les brisements, il y a certains arbres comme, il y a des zones où le vent gêne, il y a des aléas climatiques. On peut installer par exemple des arbres comme
des espèces comme l'eucalyptus. Et ça permet de limiter et réduire la vitesse du vent. D'accord. Et ça protège, quand on installe cela, ça évite que les éléments nutritifs du sol soient emportés par le vent. Ah d'accord, oui. Il y a l'érosion hydrique aussi. Il y a aussi la litière de certains, quand les feuilles des arbres tombent au sol, ça va se décomposer. Exactement. Et ça va permettre d'améliorer la fertilité des sols. Très important dans l'agroécologie. Très important, oui. Et surtout quand c'est encore des légumineuses, c'est très important. D'accord. Ça va permettre de fixer la zone. Ça accélère plus encore la fertilité des sols. Donc, il y a des systèmes où quand vous mettez en place ces légumineuses dans ces systèmes agroforestiers, la fertilité est très rapidement boostée par rapport au fait que si on avait laissé ça sans mettre ces légumineuses-là. Donc, c'est très important. Donc, en dehors de ça, il y a d'autres avantages que le paysan. Bon, il y a sur le plan environnemental, agronomique, on a beaucoup d'avantages. Mais quand je prends par exemple le plus important dans les systèmes agroforestiers, c'est qu'en dehors de ces cultures, du maïs par exemple, du sorgho que le paysan récolte, il y a d'autres produits que l'arbre lui fournit. Le bois, et les feuilles, par exemple, il peut utiliser pour faire, il y a certains arbres où on utilise les feuilles pour faire l'emballage de la casa, par exemple, quand je prends le teck, il y a des systèmes comme, par exemple, je prends les clôtures vivantes, on peut utiliser ces genres ou bien, et au niveau de l'aspect de l'amélioration et de la fertilité et des sols, ça permet aux paysans d'avoir plus de rendement, un rendement assez élevé. Et non seulement également, quand je prends les avantages sur le plan social, quand l'arbre est là, ça fournit l'ombrage. Dans le champ, au moins, il a quelque part où se reposer. Et autres, bon, vous voyez. Et donc, sur le plan médicinal, il peut utiliser ces arbres-là pour se soigner, les feuilles, l'écorce et autres. D'accord, on ne pourra pas tout dire, Il y a beaucoup de choses. Voilà, mesdames et messieurs, vous le savez, Terre Actu, nous avons une rubrique que vous aimez tant, c'est la rubrique Immersion. Nous sommes retrouvés fortuitement dans une exploitation où on nous a montré un peu comment est-ce que se pratique l'agroforesterie, les moindres secrets dans Immersion tout de suite. Bonjour à toutes et à tous, public de l'émission Terre Actu. Nous sommes en immersion et nous vous emmenons à la découverte des pratiques de l'agroforesterie. Notre immersion, c'est tout de suite. Voilà, mesdames et messieurs, je l'annonçais à l'instant, nous sommes en immersion et aujourd'hui, c'est Dr Kourouma Koura qui nous reçoit. Alors, bonjour. Bonjour, Prudence. Alors, nous sommes en train de découvrir une pratique qui se fait. De quoi s'agit-il? C'est la pleine lune, ce qui est un dispositif de conservation des eaux et des sols et qui est mis en place pour pouvoir permettre aux plants de bénéficier d'assez d'eau et également des éléments nutritifs et de bien grandir correctement. Nous sommes ici au niveau d'une bananerie qui a été mise en place au niveau de l'atelier. Et donc nous allons montrer ce dispositif sur un plan de bananier. Il faut dire que la pleine lune se met en place sur les terrains plats. Quand le terrain est plat et quand on dit pleine lune, vous savez, la lune c'est rond, sous forme circulaire, donc c'est pour cela que vous voyez le dispositif est circulaire. Là, on a remarqué que voilà, ils ont creusé tout autour du bananier et ont commencé par installer des petites briques. Oui, ça c'est le dispositif anti-érosif pour éviter que, disons, l'eau ne soit dispersée et que le plant puisse profiter de l'eau au maximum quand la saison des pluies va commencer. C'est ça.
Donc on va continuer. Après ça, ils vont fermer avec du sable correctement damé et on va mettre du paillis à l'intérieur. Comme on est au niveau de l'atelier porc, on va également utiliser les fientes de porc comme compost, mettre d'abord pour que le plant puisse bénéficier correctement de ces éléments nutritifs-là. Avec la roue, on va mettre le paillis. Ça, l'eau, quand on arrose, l'eau est là en permanence. Le plant ne manque pas d'eau. Surtout quand on parle le bananier, par exemple, vous voyez, c'est un plant qui a besoin d'assez d'eau pour bien grandir et autres. Il y a de l'eau dans l'arrosoir. Enlever les branchages. Enlève le sachet. Les sachets, enlevez les sachets. Enlevez les sachets. Là, il est en train d'arroser. Là, puisque actuellement nous sommes en février, donc le plant a besoin quand même d'être arrosé. Sinon, si c'était peut-être en période de pluie, mais normalement on doit arroser, oui, pour une première fois quand même. Maintenant, de façon régulière jusqu'à ce que on rentre dans la saison de pluie correctement, et ils doivent arroser. Correctement. Donc la fréquence de l'arrosage, c'est quoi? D'habitude, très tôt le matin et également le soir. On peut revenir dans quelques mois pour voir comment le plan... Oui. Et on peut prendre d'autres plans pour voir là où le dispositif n'est pas mis en place. Et ce qui est surtout important aussi, à nos jeunes qui peut-être n'ont pas du boulot et qui cherchent à pouvoir... C'est un dispositif, ils peuvent se porter volontaires. Et peut-être aller vers des gens qui ont des moyens, qui peuvent les aider. Et ils disent, bon, peut-être de façon bénévole, on peut commencer petit à petit. Et après, ils peuvent dire, je veux telle somme pour ça. Et là, ils vont dans les vergers, dans les plantations, tout ceux qui ont un peu de moyens ont mis en place. Et ils leur proposent de les aider à mettre en place ces dispositifs afin de permettre à ces plants de pouvoir grandir correctement. Donc, et ça leur permet d'avoir un peu de sous pour pouvoir survivre. Une très bonne technique d'ailleurs. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on découvre d'autre? Bon, on va aller au niveau de la demi-lune, qui est un peu proche de la pleine lune. Allez, tout de suite, on y va pour la découverte de la pratique de la demi-lune. Voilà. Ok, merci. On avait vu tout à l'heure la pleine lune. Demi-lune, comme quand on dit demi-lune, c'est la moitié du cercle. Donc, et c'est surtout installé sur les terrains en pente. Et là où il y a le demi-cercle se trouve du côté où l'eau, disons de façon perpendiculaire au sens d'écoulement de l'eau. Et ça permet à ce que le sol ne soit pas érodé. Et non seulement aussi, ça va permettre aux plants de pouvoir bénéficier de l'eau, des éléments nutritifs, puisqu'on va aussi, quand on va mettre ce dispositif, on va mettre du paillis à l'intérieur pour éviter, pour que ça puisse se décomposer, les plants puissent en bénéficier. Lorsqu'on va mettre le paillis, surtout s'il y avait des herbes tout autour du plant et on a eu à désherber, il faut veiller à enlever toutes ces mauvaises herbes qui ont déjà des fruits, des semences. Parce que si on les laisse au niveau du paillis, oui, comme par exemple, je prends celui-ci, au niveau, c'est déjà... il y a les semences là. Quand ça va rester dedans, ça va commencer à germer.
et ça peut concurrencer le plan. Donc le dispositif aussi est très conseillé, surtout pour les jeunes plants qu'on vient de mettre. Ça, au fur et à mesure que le plan a déjà pris une certaine hauteur, ce n'est pas plus nécessaire normalement. Il faut quand même marquer la présence des forestiers. Alors, il y a un dernier dispositif sur lequel nous allons quand même parler. Il s'agit du cordon pierreux. De quoi s'agit-il, même si on ne le voit pas? Oui, c'est un dispositif qui est mis en place surtout au niveau des zones érodées, surtout les terrains vraiment en pente. Et ça permet d'éviter l'érosion. Et quand on le met en place, ça permet petit à petit à ce que le sol se comble et que les parties où le sol a déjà été emporté par l'eau puissent disons, il y aura un remblai petit à petit, comme un peu, genre, quand les sédiments viendront et vont s'accumuler et fermer le trou aux différents endroits, ce qui permettra de pouvoir circuler correctement. Et par exemple, quand on a une route au niveau des pistes rurales, les paysans peuvent le faire par eux-mêmes au niveau de ces pistes-là pour éviter que l'érosion n'emporte, disons, le sol et limiter cette érosion-là. Et ça permettra d'avoir, disons, petit à petit, quand on le fait, on voit que les endroits qui ont déjà vraiment été fortement attaqués se comblent petit à petit. Et la route devient accessible. On a déjà fait ça un peu au niveau de la ferme de la FSA à plusieurs endroits et ça a été vraiment très concluant. Oui, donc c'est un dispositif parmi tant d'autres. Il y a plusieurs techniques qui permettent la gestion durable des terres. Adapté au changement climatique. Justement, nous, on a eu l'occasion aujourd'hui, grâce à notre immersion, de pouvoir découvrir ces pratiques-là. Mesdames et messieurs, j'espère que cette immersion vous a apporté un peu en connaissance avec, bien entendu, Dr Koura. Merci de nous avoir accompagnés le long de cette immersion. On va se retrouver sur le plateau, juste à côté, pour continuer les échanges. Voilà, à tout à l'heure. Voilà. Alors, de retour ici en plateau, mesdames et messieurs, j'espère que vous avez apprécié cette immersion, vous l'aimez si tant. Nous sommes de retour en plateau avec toujours, je le disais, Madame Dr Koura. Elle est enseignante à la faculté des sciences agronomiques, elle est spécialiste de l'agroforesterie. Alors, notre agriculture est en proie, disons-le, aux effets néfastes des changements climatiques. En quoi l'agroforesterie peut-il contribuer, n'est-ce pas, à la gestion durable des terres et à l'adaptation aux effets des changements climatiques? Oui. L'agroforesterie peut contribuer énormément. Oui. On en a parlé, mais on va revenir vraiment dessus. À travers, disons, les mesures de gestion durable des terres. Et actuellement, il y a plusieurs... L'agroforesterie en elle-même constitue une catégorie à part entière des mesures de gestion durable des terres. Ok, du fait qu'on utilise l'arbre dans ce système-là. D'accord. Et parmi les mesures de gestion durable des terres, on peut mettre l'accent sur, par exemple, la gestion intégrée de la fertilité des sols, la conservation des eaux et des sols, l'agriculture de conservation. D'accord. Et il y a également la gestion intégrée agriculture et élevage. Et parmi, par exemple, quand je prends le cas de conservation des eaux et sols, il y a des mesures, comme par exemple les pleines lunes, les demi-lunes, que nos paysans, bien des gens, même vous-même, si vous avez... Je pense qu'on en a vu dans l'immersion tout à l'heure. Oui, exactement. Donc, on peut installer ces genres de dispositifs afin non seulement
de pouvoir permettre à ces plants de vite grandir, de pouvoir éviter que l'érosion ne puisse lessiver et emporter les éléments nutritifs et créer un milieu adéquat qui permette à rapidement booster le développement de ces arbres qui sont installés. D'accord. Donc, c'est très important. Donc, l'agroforesterie peut... Et non seulement, il y a d'autres, disons, mesures, comme les cordons pierreux, par exemple, la technique Zaï. Oui, bon, pas Zaï, hein, mais Zaï, Z-A-I, tréma. Ah, d'accord, Z-A-I, tréma. Oui, c'est de petits poquets que l'on fait et que... On met de l'eau avec de la paille et autour des plants et qui permettent à ces plants de grandir correctement. C'est très utilisé dans les zones sahéliennes. D'accord. Mais ce n'est pas exclu qu'on l'utilise aussi ici. Hein. D'accord. Donc c'est vraiment très bien. Ben, merci Dr Koura Kourouma. Nous sommes à la fin de notre émission. Merci d'y avoir participé. Merci infiniment. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, avec toute votre compétence, toute votre expérience dans le domaine de l'agroforesterie. Mesdames et messieurs, vous l'avez compris, Teractu, ce numéro de Teractu, stop et fin. Merci de l'avoir suivi. On va se retrouver le vendredi prochain. Ça sera toujours avec le même plaisir et le même sourire. Bye bye.